Madame, Monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Ne sait-on à peu près rien de Port-Royal, on en sait au moins, presque toujours assez, pour associer, dans une espèce de brume conceptuelle, le nom du monastère et le terme jansénisme. L'adjectif janséniste est apparu dans les années 1650. Il est déjà attesté sur une célèbre gravure jésuite de 1653 qui annonce la déroute et confusion des jansénistes. Le substantif jansénisme dispose d'une rubrique dans le dictionnaire de Richelet dès 1680, signe de sa diffusion très rapide et très importante en une trentaine d'années. La créature, pourvue d'elle que sur cette image le petit Louis XIV pourfend, est déjà une allégorie du jansénisme. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales, édité par le CNRS, glose janséniste par qui offre un caractère d'austérité, de rigorisme excessif. Sa définition du jansénisme n'est pas plus attrayante. Je cite « Doctrine chrétienne hérétique sur la grâce et la prédestination, issue de la pensée de Jansénius, exposée dans son ouvrage L'Augustinus en 1640, interprétation de la thèse de saint Augustin, et selon laquelle, sans tenir compte de la liberté et des mérites de l'homme, la grâce du salut ne serait accordée qu'aux seuls élus dès leur naissance. » Le premier exemple donné renvoie à la querelle du jansénisme. Le curieux qui tape Jansénius sur Internet accède par Wikipédia à ce portrait de Jansénius à son tour bien peu engageant. L'homme vêtu de noir ne se distingue du fond sombre sur lequel il est représenté que par un visage pâle sinon blafard, un nez long, sec et pointu, des lèvres étroites et serrées. Peint de profil, Jansénius, sans aménité, semble ignorer le regard qui se pose sur lui, de même que sa doctrine, accusée d'être hérétique, ignorerait tous les hommes qui ne seraient pas élus dès leur naissance. Les gravures sont presque pires. Le nez est tout aussi aquilin, le visage sévère, l'air pincé. Une gravure d'Albert Flamen, imitée de la déroute et confusion des jansénistes, le jansénisme foudroyé, également paru en 1653, représente le jansénisme comme un monstre à plusieurs têtes, figure évidente du diable. Il est fréquent de voir Port-Royal associé au dragon de l'hérésie, entre calvinisme rebouilli, l'expression date du XVIIe siècle, et anti-humanisme barbare. En effet, le groupe de Port-Royal prit fait et cause pour Jansénius et son maître-livre, l'Augustinus. Le frère aîné de la mère Angélique, Robert Arnaud d'Andilly, publia en 1642 la première traduction de son sermon le plus célèbre sous le titre « Discours de la réformation de l'homme intérieur ». Son jeune frère, le théologien Antoine Arnaud, publia en 1644 une apologie de Jansénius. Le célèbre tableau de Philippe de Champaigne, représentant saint Augustin, multiplie les allusions au frontispice de l'Augustinus. Pourquoi ce lien ? Le meilleur ami de Jansénius était Jean du Verger de Oran, l'abbé de Saint-Cyran, très proche, à partir du milieu des années 1630, de la mère Angélique, la grande réformatrice du monastère. L'Augustinus étant paru 2 ans après la mort de Jansénius, ce sont Saint-Cyran et ses disciples qui le défendirent. Mais revenons à Jansénius. Si on lit jusqu'à la fin, simplement la notice biographique que lui consacre Wikipédia, on découvre qu'évêque d'Ypres, il mourut victime de la peste qu'il avait contractée en visitant ses diocésains malades. Un acte de charité rare. Les élites se protègent toujours en cas d'infection pestilentielle, soit en se réfugiant dans les villégiatures dont elles disposent, soit en dressant autour d'elles un prudent cordon sanitaire. Ses ouailles pleurèrent Jansénius. Son souvenir demeura longtemps vif et il fut généralement célébré comme un saint homme. Alors, qui était Jansénius ? Un fanatique privant tous les hommes, à l'exception d'une poignée d'élus, de la grâce salvatrice, ou bien une figure plus complexe, dont les ambivalences et les choix nous aident à comprendre ce qui se joue autour de son nom et de son œuvre à Port-Royal, en particulier s'agissant de sa lecture de saint Augustin. Commençons par quelques informations biographiques. Cornelis Janssen naît le 3 novembre 1585 entre 9 et 10 heures du matin à Leerdam, au sud-est des Pays-Bas. Ses parents, originaires d'Aqua, une bourgade voisine, y ont fui pour échapper à l'invasion espagnole. L'enfant a 3 frères et une demi-sœur d'un premier mariage de sa mère. Il est lui-même le 3e enfant du couple. Le père est un riche laboureur d'excellente réputation. Il fut échevin et bourgmestre d'Aqua. Ses contemporains louèrent son caractère pacifique, ses vertus et son humeur affable.
La famille est vigoureusement catholique dans une province acquise pour l'essentiel à la Réforme. On raconte qu'elle se rendait aux besoins, aux offices, en passant sur le toit des maisons, et que la foi se serait conservée à Leerdam grâce à elle. Tôt repéré pour son intelligence, le jeune homme reçoit une bourse pour aller étudier à l'école Saint-Jérôme d'Utrecht, naguère fréquentée par Erasme et le pape Adrien VI. En 1602, il finit sa rhétorique et 2 ans plus tard reçoit son diplôme de maître essart, obtenant le titre de primus, de cacique, entre ses 123 camarades de promotion. Il poursuit ensuite, jusqu'en 1609, des études de théologie. À cette date, malade, Jansénius doit partir s'installer sous des cieux au climat plus doux. Ainsi se rend-il à Paris pour se soigner autant que pour profiter des enseignements du Collège royal, notamment en grec et en hébreu. À Paris, Jansénius devient l'ami de Jean Duvergier de Oran, le futur abbé de Saint-Cyran. Celui-ci avait séjourné plutôt à Louvain, mais dans une maison jésuite où il est peu probable qu'il y rencontré Jansénius. Leur intimité et leur goût pour l'étude sont si forts qu'ils vont s'installer ensemble chez Duvergier de Oran à Camp-de-Pras, près de Bayonne, en 1611. Ils étudient 12 à 15 heures par jour ensemble, ne coupant leur journée que de parties de volant, l'ancêtre du tennis, avant de retourner à leurs livres. Influencés par les idéaux de la Renaissance, ils entendent revenir à la lettre des Écritures et des pères de l'Église, délaissant les glosses de la scolastique. Ils veulent redécouvrir les sources de la théologie et en particulier les écrits du docteur de la grâce, perle des docteurs, père des théologiens, selon le maître de Sacy, le grand traducteur de la Bible dite de Port-Royal. Cette perle des docteurs, c'est saint Augustin. En 1614, Jansénius retourne en Flandre, à Malines, où il est ordonné prêtre le 20 septembre. En 1617, l'année où meurt son père, il est nommé président du collège Sainte-Pulchérie à Louvain. Son désir de retrouver Saint-Cyran pour poursuivre leurs travaux ne cesse alors d'être repoussé par le nombre des tâches qu'il doit assumer. De 1624 à 1627, il voyage en Espagne pour le compte de l'université de Louvain et affronte à plusieurs reprises les intérêts de la Compagnie de Jésus. Il a entamé la rédaction d'un ouvrage consacré à saint Augustin et plus précisément à sa pensée de la grâce, ce sera l'Augustinus. Jansénius compte sur l'assistance de Saint-Cyran, mais incapable d'y travailler ensemble, incapable de se retrouver au même endroit, les deux amis s'entretiennent essentiellement par lettres de son avancement. Ils ont donné au livre un nom chiffré, Pilmo, parfois Kumar ou Komir. Leur correspondance permet d'en suivre la genèse jusqu'à leur retrouvailles en juin 1625 à Paris. Dès le mois d'avril 1626, toutefois, Jansénius doit repartir. En avril 1627, il retourne à Louvain où il a une chaire d'écriture sainte. Ses devoirs de professeur, de prêtre, d'administrateur l'accaparent. Il publie beaucoup. Il se montre un négociateur aussi habile que tenace, un gestionnaire avisé et assez proche des fidèles pour être nommé en 1635 évêque d'Ypres, au moment où commence à sévir une épidémie de peste due, semble-t-il, aux conflits incessants avec les Espagnols. Les contemporains attribuèrent le fléau au fait que les morts étaient laissés sur les champs de bataille sans être enterrés. Soucieux des âmes qu'on lui confiait, en pleine maladie, Jansénius, responsable d'une ville de plus de 9300 habitants, pourvu de 4 paroisses, d'une abbaye, d'un séminaire et de 15 couvents, responsable d'un diocèse qui comptait 113 000 communiants, procéda en 18 mois à la visite canonique de la moitié de celui-ci. C'est le signe d'un prêtre pénétré des enseignements de la réforme tridentine. Jansénius tombe malade à la fin du mois d'avril 1638. D'emblée, il fait preuve d'un sang-froid qui ne devait pas se démentir. Pour ne pas les contaminer, il renvoie tous ses familiers, ne conservant auprès de lui que son valet de chambre, Jean van der Meer, 2 religieuses et un récollet qui était son ami. Il se fait porter, dans une salle d'audience isolée au bout du palais épiscopal, désireux plus que tout de n'infecter personne. Geste de charité et d'humilité prononcé à une époque où la mort s'éprouve en public, où l'idée de mourir à l'insu de soi épouvante. Il reçoit l'extrême-onction dans cette chambre lointaine. Il meurt serrant contre lui un crucifix. Tous ces gestes annoncent ceux de Pascal en 1662, tels que les raconte sa sœur Gilberte. Jansénius avait demandé qu'on l'enterrât dans sa cathédrale, simplement, et qu'on payât les dettes faites pour restaurer sa demeure. Il s'était désigné 3 héritiers, l'évêché d'Ypres, le séminaire épiscopal et les pauvres de la ville, chacun pour un tiers. Dans la nuit du 6 au 7 mai, il n'est plus.
Il est mort comme un saint, selon de vieilles chroniques yproises citées par ses premiers biographes. L'Augustinus est publié 2 ans plus tard, en 1640. Que retenir de cette rapide vie? D'abord que Jansénius, brillant universitaire, homme d'études, il refusa longtemps d'enseigner pour se consacrer à ses recherches, homme de cabinet à considérer ses œuvres, fut cependant aussi un homme engagé dans son siècle et ses controverses. Sa devise, du reste, est in veritate et in caritate, dans la vérité et dans la charité. S'il éprouve la passion de savoir, il a aussi celle de l'amitié. Toute sa vie, ses liens demeurent très forts avec Saint-Cyran, en dépit de l'absence, en dépit des responsabilités qui accablent les 2 hommes. Jansénius est aussi un homme de devoir, il ne se dérobe pas aux différentes sollicitations de l'université ni de l'Église, et il réussit ses missions à la satisfaction générale. Cet homme de foi, enfin, est un féru de politique, ce que l'histoire de son pays, soumis à la conquête espagnole, et l'époque où il vécut, c'est un contemporain de la guerre de 30 ans, explique amplement. En 1635, il commet contre la politique étrangère de Richelieu, qui s'associait à des protestants pour mieux préserver les intérêts de son pays contre l'Espagne, un vigoureux pamphlet intitulé Mars Gallicus. Quelques mois après sa première réédition, des lettres nous apprennent que l'ouvrage est déjà en passe d'être réédité. Jansénius, en effet, se soucie de trouver des caractères plus petits pour sa réimpression et il introduit plusieurs révisions dans son texte. S'il envisage saint Augustin avec la rigueur d'un esprit exigeant, s'il souhaite résoudre la question de la grâce en y appliquant toutes les ressources d'une intelligence déliée, Jansénius est loin d'être le zélateur fanatique et maniaque que ses ennemis ont pu représenter. Son augustinisme s'ancre dans une expérience riche et variée. La dévotion de Jansénius pour saint Augustin, comme son attachement à l'idée qu'il puise chez lui de l'Église primitive, relève d'un acte de foi passionné et intime. Saint Augustin est pour l'étudiant de Louvain, puis pour l'évêque d'Ypres, magister vitae et doctrinae, un maître de vie et un maître en matière de doctrine. Mais il place en premier la référence au magister vitae. Son itinéraire est celui d'un homme de son temps qui ne connut jamais la paix ou la sérénité, sinon peut-être au cours de ses années auprès du futur abbé de Saint-Cyran au camp de Pras. Un premier portrait de Jansénius le représente autrement plus gras, les lèvres gourmandes, que sur les gravures par lesquelles j'ai commencé à l'évoquer. Il existe des lettres, au cours du séjour à camp de Pras, qui témoignent de sa part d'un amour du jambon et de la bonne chair, dont ses ennemis se délectèrent. Elles montrent seulement en réalité un homme sain, raisonnablement sensuel, dont l'ascétisme résulte d'une conquête sur soi. Petit dormeur, Jansénius se satisfaisait de 4 ou 5 heures de sommeil chaque nuit. Épuisé souvent, surmené, il présente les caractéristiques d'un volontaire irréductible. On l'a dit irascible. On sait qu'il eut tôt à lutter contre le surmenage et la maladie. Les dernières gravures, faites probablement de surcroît pour souligner la ressemblance avec un grand personnage comme saint Charles Borromée, donnent de lui une image plus symbolique que rigoureusement fidèle. Un portrait anonyme est sans doute plus proche de la vérité en décrivant un homme entre deux. Dans ces conditions, l'intérêt de Jansénius pour saint Augustin et la doctrine de la grâce méritent d'apparaître pour ce qu'ils sont réellement. Les marques de l'inquiétude d'un homme à qui tout apprend la précarité de la créature et qui refuse de faire l'économie d'une réflexion authentique, scrupuleuse, sur la grâce, parce qu'elle conditionne son salut. Le débat sur la grâce et sur le sens de la pensée augustinienne est engagé dès l'Antiquité. Les affirmations de saint Augustin présentent des modulations selon l'époque à laquelle il écrit, selon le genre de l'ouvrage qu'il compose, lettres, traités ou textes de circonstances, souvent polémiques. Affirmer la toute-puissance de la grâce divine tout en ménageant la liberté humaine relève en outre d'un défi. Saint Augustin affina inlassablement sa pensée. Aussi doit-on concevoir sans surprise que tous les théologiens du XVIIe siècle aient pu se réclamer d'Augustin tout en proposant des lectures de son œuvre qui divergent et qui, parfois, se contredisent tout à fait. Fénelon condamne Jansénius et Arnaud au nom de saint Augustin qu'ils défendent. Chacun lit en fonction de prismes personnels et historiques qui impliquent que leurs lectures, aussi précises et exactes qu'elles puissent revendiquer d'être, sont fondamentalement des interprétations. La question est encore plus aiguë
moins de 100 ans après la réforme protestante, qui se présente comme un premier retour à la lettre de saint Augustin, et quelques années après les alternatives proposées par le jésuite Luis de Molina dans son ouvrage intitulé De Concordia Liberi Arbitrii cum Gratia Donis, en français, Accord du libre arbitre avec le don de la grâce. Le livre parut en 1588, 3 ans après la naissance de Jansénius. Le jésuite s'y montre soucieux d'accorder davantage au mérite de l'homme dans la détermination de son salut et de livrer à ses contemporains une image moins brutale de la misère de l'homme sans Dieu que celle qui hante les livres des partisans de saint Augustin. Qu'on songe à Pascal, fustigeant sa raison impuissante, tenant « Taisez-vous, nature imbécile » dans le fragment 164 des Pensées dans l'édition Philippe Sellier. Ce faisant, Molina brisait le subtil édifice de la réflexion augustinienne où l'entraînement de la grâce repose sur une délectation qui correspond au goût de l'homme pour le plaisir, goût d'une créature qui s'est détournée de Dieu en commettant le péché originel, qui la livre à ses concupiscences, mais goût qui correspond fondamentalement à une rémanence obscure du plaisir de sa première vie en Dieu. Par là, saint Augustin concilie action de la grâce et liberté humaine, l'homme ne pouvant que vouloir ce qui lui plaît. La grâce relève de la conversion, assurément, mais pas d'un effort sur soi, d'une dénaturation des aspirations les plus profondes de la créature, pas d'une quelconque mortification. L'Église avait interdit de débattre davantage du problème de la grâce après l'échec des congrégations in auxiliis, incapables d'accorder les esprits à la fin du XVIe siècle. Catholique zélé, Jansénius ne respecta pas cependant cette injonction. C'est ce que lui reproche en 1642 la bulle In Eminenti qui condamne l'Augustinus. Mais s'il passe outre, c'est parce qu'au temps de la conquête espagnole et du coronavirus, de la peste, aucun être humain sensé ne saurait laisser de côté une réflexion qui met en jeu, purement et simplement, son salut. Mourir n'est pas une grande affaire, brève et vaine est la vie. Tous les hommes de la période en sont convaincus. La grande affaire, c'est de savoir vivre, et de savoir vivre de sorte qu'on ne se perde pas. Il sera nécessaire sans doute, un jour prochain, d'exposer plus précisément en quoi consiste la pensée augustinienne, en particulier sa pensée d'une grâce nécessaire et suffisante, reposant sur une délectation victorieuse. D'évoquer l'étonnement qui le soulève, d'où vient qu'Adam ne sut pas résister au péché, tandis que des hommes et des femmes, les martyrs, les saints et les saintes, triomphaient depuis la venue du Christ de toutes les tentations pour témoigner absolument de leur foi. Saint Augustin et les hommes du XVIIe siècle reviennent sur cette énigme en permanence. Mais avant cela, souvenons-nous, à propos de Jansénius, si maltraité dans l'opinion commune, qu'aucune querelle ne saurait être moins aride ou desséchante, moins superflue, que celle de la grâce qui déchire le XVIIe siècle et unit Port-Royal autour de saint Augustin. Racine, dans son abrégé de l'histoire de Port-Royal, rappelle que ses proches se disaient des disciples de saint Augustin. La grâce engage la vision que l'homme se forge de lui-même, de son sort, entre misère et grandeur. Nous courons, sans souci, dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir, écrit Pascal, reprenant une formule de saint Augustin dans les Confessions. Je courais dans le précipice avec un tel aveuglement, observe celui-ci, à propos de la période qui précède sa conversion. Quelques hommes du XVIIe siècle, confrontés à une crise épistémologique, politique, intellectuelle et religieuse majeure, ont refusé de courir au précipice les yeux bandés. Jansénius fut un des principaux d'entre eux. Il n'est pas impossible qu'il ait encore quelque chose à nous dire.